Heureuse de vous retrouver pour cette session d'information sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Au sommaire, identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. La CENI vient de prolonger de 15 jours le déroulement des opérations dans les pays et les provinces concernées. Et puis un grave incendie s'est déclaré ce jeudi 16 mars dans l'après-midi à l'immeuble abritant les installations des chaînes de télévision Télé 7 et RTGA. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Enfin, la rumba congolaise en deuil, le célèbre guitariste congolais Lokasa Mbongo a tiré sa révérence le mercredi 15 mars aux États-Unis des suites d'une maladie. Il avait 76 ans. Identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, initialement prévue pour ce vendredi 17 mars. La clôture des opérations interviendra le 1er avril de l'année en cours. La CENI vient de prolonger de 15 jours l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 dans les pays et provinces concernées. C'est ce que nous dit Maria Maba. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, porte à la connaissance de l'opinion publique que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs lancées depuis le 16 février 2023 dans les provinces et les pays de l'ère opérationnelle 3 devraient prendre fin ce 17 mars 2023. Cependant, dans le souci permanent de préserver le caractère inclusif des opérations en cours, la CENI accorde une période de rattrapage de 15 jours s'étendant du 18 mars au 1er avril afin de permettre à toute Congolaise et à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Les provinces et les pays concernés sont les suivants: Bazouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. La CENI invite donc les requérants de cette ère opérationnelle à saisir cette opportunité leur offerte pour se rendre dans les centres d'inscription les plus proches de leur résidence à l'intérieur de leur groupement ou commune pour ceux résidant sur le territoire national d'une part et aux ambassades pour les Congolaises et Congolais résidant à l'étranger d'autre part. Fait à Kinshasa le 15 mars 2023, communiqué signé Patricia Nseya Moulela, rapporteur. Ouverture le mercredi 15 mars de la session de mars aux deux chambres des parlements. À cette occasion, le Sénat appelle le gouvernement à déposer urgemment le projet de loi portant répartition des sièges devant les sénateurs, membres du gouvernement, les invités et les corps consulaires. Le président du Sénat, Bati Lukwebo, a dans son discours d'ouverture relevé plusieurs questions, dont celle relative à l'actualité électorale. La suite en images. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. D'entrée des jeux, le président du Sénat a parlé des cas de décès des 3 sénateurs au cours du mois de février. C'est également l'occasion de présenter ses compassions aux familles éprouvées pour les pertes en vies humaines dans diverses circonstances, soit des guerres à l'est du pays ou dans les accidents tels que le naufrage des balnéaires sur les lacs du fleuve Congo. Le speaker de la Chambre haute a également fait allusion aux visites diplomatiques qui ont eu lieu en RDC depuis le début de cette année. Le cas de celle du pape François, dont le séjour a été placé sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». La visite du chef spirituel des Adventistes et celle du président français Emmanuel Macron. Bahati Lukwebo a profité de l'occasion pour inviter le peuple congolais à se mobiliser derrière le chef de l'État pour que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national. Concernant le processus électoral, le Sénat salue l'initiative du gouvernement d'inclure dans les opérations d'enrôlement certains compatriotes vivant à l'étranger. Par ailleurs, le Sénat salue l'initiative du gouvernement d'inclure pour la première fois dans le processus électoral certains de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Honorables sénateurs et chers collègues, depuis le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, je constate fort malheureusement comme à l'intérieur du pays, des messages aux allures des campagnes électorales sont repris sur les banderoles et calicots des potentiels candidats. Alors que l'organe attitré, la CENI,
pour donner le go sur l'attention de la classe politique. Le processus actuel d'enrôlement n'est pas synonyme de la campagne électorale. Il s'y est dénoté par ailleurs, le bureau du Sénat a lors de cette séance d'ouverture de la session demandé au gouvernement de déposer le projet de loi sur la répartition des sièges pour qu'elle les traite urgemment. Autre chose à présent, le gouvernement de la RDC a mobilisé 762 millions de dollars pour l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Cette révélation a été faite à la presse mardi 14 mars lors du briefing presse co-animé par le ministre du Plan Crispin Mbadou et son homologue de la communication Patrick Mouyaya, ainsi que les responsables des 3 agences d'exécution du programme des 145 territoires. C'est un reportage signé Maria Maba. Des financements. Le ministre du Plan, Crispin Mbadou, ensemble avec son homologue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, assisté des responsables des 3 agences d'exécution du programme du développement local des 145 territoires, dont BCECO, PNUD et CFEF, a été face à la presse ce mardi 14 mars pour faire la mise au point sur l'exécution du programme des 145 territoires. Au cours de cette conférence, le ministre du Plan et aussi le coordonnateur national du programme des 145 territoires a révélé les coûts estimatif du programme qui s'élève à 1,6 milliard de dollars et dont le gouvernement a déjà mobilisé 762 millions et que les agences ont déjà reçu 511 millions de dollars pour le premier volet du programme relatif à la construction et équipement de 1198 écoles, 788 centres de santé ainsi que 145 bâtiments administratifs territoriaux. Par ailleurs, de son côté, le coordonnateur de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles à la Lungungu a précisé que les travaux ont déjà commencé dans différentes provinces dont les taux d'exécution diffèrent suite aux contraintes rencontrées sur le terrain. Si vous regardez l'évolution au niveau de chaque province, vous verrez que les taux d'exécution physique diffèrent. C'est en fonction bien sûr des contraintes que nous rencontrons sur le terrain. Les contraintes sont diverses. Il y a des sites qui sont inondés, il y a des problèmes des routes, des routes, je peux dire des voies de desserte agricole, mais aussi des routes d'intérêt provincial. Mais malgré ces difficultés, aujourd'hui, je peux vous présenter où nous en sommes. Notons que le programme des 145 territoires est formulé autour des 4 composantes, notamment améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures socio-économiques de base, promouvoir le développement des économies rurales et des chaînes de valeur locales, renforcer la capacité de gestion du développement local et développer un système d'information géoréférencé de suivi à même de renseigner sur le progrès du programme. Rappelons que le programme des 145 territoires découle de la vision du chef de l'État qui vise à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions de vie des Congolais vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. En sécurité, tout n'est pas que sombre. Dans la partie Est, les avancées significatives sont également enregistrées, notamment sur le plan des développements et sécurité dans la province de l'Ituri, déclaration faite par le gouverneur militaire de l'Ituri qui dressait un bilan à mi-parcours de la mesure de l'état des sièges instaurée par le chef de l'État dans cette partie. Suivez. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers d'intérêt économique, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. Ces zones jadis sous contrôle de groupes armés. En plus, la modernisation de la voirie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri dans une interview exclusive avec la presse du gouvernorat faisant le bilan à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe sur la RN27, sur l'axe Bunia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis
les populations sur toujours la RN27, Fataki, Libi, Ngote, il y avait un peu de population à Ngote. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu. Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non militaire adoptée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni apporte à ce jour des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis, c'est il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue, et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc, c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer et ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni mérite d'être encouragée par des personnes soucieuses de l'avenir de cette province à potentialité énorme. Je le disais en titre, un grave incendie s'est déclaré ce jeudi 16 mars dans l'après-midi à l'immeuble Ruzizi dans la commune de La Gombe, immeuble abritant les installations des chaînes de télévision Télé 7 et RTGA. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants. L'origine du feu parti du côté Télé 7 est encore inconnue. Selon certains témoins, c'est un court-circuit d'un câble électrique qui aurait déclenché cet incendie. C'est juste après 30 à 45 minutes de travail de l'équipe des sapeurs-pompiers venus à la rescousse des sinistrés que le feu a été maîtrisé. Dans le reste de l'actualité, le monde a célébré le mercredi 16 mars la Journée internationale des droits des consommateurs. À l'occasion, l'Organisation de défense des consommateurs a appelé la communauté à agir à la faveur des droits des consommateurs. Déclaration faite au cours d'une conférence débat organisée au Centre culturel Boboto. Esther Amissi signe ce reportage. Autonomiser les consommateurs par une transition vers des énergies propres, c'est sous ces thèmes qu'est célébrée la Journée internationale des droits des consommateurs. Occasion pour l'Organisation des défenses des consommateurs, ODC en sigle, de les sensibiliser sur leurs droits. S'agissant de la hausse des prix observée ce dernier temps sur le marché, Maître Derrick Chibangu, président de l'ODC, dénonce la passivité des consommateurs. Nous disons que l'agent premier pour la protection des consommateurs, c'est lui-même. C'est lui qui doit porter l'information s'il y a violation des droits. C'est lui qui doit dénoncer tout ce qui bafoue le droit. Il faudrait que le consommateur dénonce ou porte l'information. La cérémonie était ponctuée par la remise du prix Consumer Protection Awards, édition 2023 aux lauréats. Au total, 5 lauréats été primés pour leur rapport dans la défense des droits des consommateurs. Parmi les nominés, il y a tout d'abord la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour la bourse Excellencia. Vient ensuite l'artiste musicien Karmapa pour sa chanson Mama Emo. Et puis, l'émission Le Débat de la radio Top Congo de Christian Lusakweno. Parce que, expliquent les organisateurs, c'est une émission qui donne aux consommateurs le droit d'être entendus. Les heureux nominés ont trouvé des mots justes pour remercier les organisateurs. J'ai chanté cette chanson, je pense que j'ai été inspiré par Dieu. C'est ce qu'il me dit tous les jours. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce que l'hôpital est en train d'être réhabilité. Moi, j'ai dit bravo aux autorités parce qu'ils ont entendu ma voix. Et c'est pas seulement ma voix, c'est une voix qui était de toute la population. Au nom de notre CEO Christian Lusakweno, nous disons merci beaucoup à l'ODC qui reconnaît encore le travail que fait Top Congo, Kappa Top Congo, qui a beaucoup de considération pour ses auditeurs qui sont ses vrais consommateurs. La Journée internationale des droits des consommateurs offre l'opportunité de sensibiliser les consommateurs sur leurs droits.
La femme est à l'honneur pendant tous les mois lui dédiés. Elles sont aussi nombreuses, ces femmes qui excellent dans leur secteur d'activité. C'est jeudi, la rédaction des Congo Buzz s'est penchée sur la sénatrice Francine Muyumba. Son portrait est ici dressé par Maria Maba. Francine Foura Muyumba Nkanga, dit Francine Muyumba, née le 18 février 1987 à Bukavu, dans le Sud Kivu, est une activiste femme politique congolaise. Ambassadrice de la RDC, sénatrice de la province du Haut-Katanga depuis 2019 et benjamine du Sénat RDC. Durant ses études, elle se montre très active et sera élue présidente du Conseil représentatif des étudiants de l'Université de Namibie, devenant ainsi la première étudiante étrangère à être portée à ce poste. En 2011, elle obtient sa licence en art, option médias et journalisme. En 2013, elle reprend ses études de droit à l'Université protestante du Congo, UPC à Kinshasa, où elle décroche une licence en droit en 2018. À son retour en RDC en 2011, elle s'engage dans la Ligue de jeunes du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Elle est élue fin novembre 2014 à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse et a été réélue pour un second mandat en décembre 2017. En mars 2019, elle est élue sénatrice par l'Assemblée provinciale de Katanga. Le 30 novembre 2019, elle démissionne de son poste de présidente de l'UPJ pour siéger au Sénat congolais. En octobre 2017, elle est classée parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes du monde par MIPA de 2017. On lui reconnaît un franc-parler légendaire, un courage sans faille et une grande ambition. En tant que présidente élue de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba a placé la jeunesse africaine au centre du processus décisionnel de la Commission de l'Union africaine et a plaidé en faveur de l'esprit d'entreprise et de la création d'emplois pour les jeunes et a représenté les questions relatives à la jeunesse devant les chefs d'État, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et bien d'autres personnalités. Elle est la première présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse à avoir eu l'occasion de s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU au nom de la jeunesse africaine. Concernant sa vie privée, elle épouse en juillet 2019 Patrick Nkanga, partenaire de longue date, rapporteur du bureau politique du PPRD, ancien président de la Ligue des jeunes et ancien conseiller de l'ex-président Joseph Kabila, avec qui elle a eu des jumeaux. En société, il s'observe depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa un phénomène dénommé Liambwa. Il consiste à créer des bandes supplémentaires, ce qui occasionne des embouteillages. La population lance un SOS aux autorités compétentes. La suite en images. C'est un phénomène communément appelé Liambwa qui prend de plus en plus d'ampleur dans les rues de Kinshasa. Le non-respect des codes de la route, la création des bandes supplémentaires, tels sont les mots qui rongent les secteurs de transport à Kinshasa, chose qui déplore certains chauffeurs. Ceux qui ont amené ce phénomène Liambwa, ce sont les chauffeurs des IAS. S'ils sont coincés dans les embouteillages, ils créent leur troisième bande, ce qui crée plus d'embouteillages. Tout se passe sous l'œil impuissant des autorités qui, à un moment donné, se livrent également dans les mêmes pratiques. Nous autres, nous respectons les bandes. C'est plutôt les autorités qui ne respectent pas les codes de la route ni leurs bandes. Faites un tour au niveau des poids lourds, vous allez voir de vos propres yeux. Les mauvais états des routes, les mauvais stationnements, le non-respect des codes de la route sont là les éléments qui créent les embouteillages à Kinshasa. Ajoutez à cela ces phénomènes dits Liambwa. Les autorités sont donc appelées à remettre de l'ordre surtout dans les secteurs des transports. De son vrai nom, Denis Lokassa Kassia, Lokassa Yambongo fut l'un des artisans du style soukous qui a bougé le continent africain. Il a également travaillé aux côtés de Grand Calais et de Taboulé, où il aura marqué la chanson congolaise en plus de 30 ans de carrière professionnelle. C'est en 1979 qu'il adopte le nom de Lokassa Yambongo, tel que l'appelait Rochero, après s'être installé à Lomé au Togo, où il joue sur plusieurs tubes avec quelques musiciens zaïrois en exil, avant de retrouver en 1982 ses compères de l'African All Stars, tels que Sam Mangwana, Moya et Manjeku. En 1984, il emménage à Paris
et enregistre plusieurs chansons à succès aux côtés de Pepe Kale, Abeti Masikini et Kanda Bongo. Le Kassaïa Mbongo a contribué à créer le plus gros vendeur de soukous stars, de mélange de vieux succès d'Afrique de l'Ouest et de l'Est sur la rumba rythmée de soukous. Souffrant depuis quelques mois d'un problème respiratoire, le Kassaïa Mbongo s'éteint à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un grand héritage musical. Fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel de l'actualité. Identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, la CENI vient de prolonger de 15 jours le déroulement des opérations dans les pays et provinces concernés. Et puis, un grave incendie s'est déclaré ce jeudi 16 mars dans l'après-midi à l'immeuble abritant les installations des chaînes de télévision Télé 7 et RTGA. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, fort heureusement, mais les dégâts matériels sont importants. Enfin, la rumba congolaise en deuil, le célèbre guitariste congolais le Kassaïa Mbongo a tiré sa révérence le mercredi 16 mars aux États-Unis des suites d'une maladie. Il avait 76 ans. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'attention soutenue. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.